On va démarrer le symposium Biopol et on a le plaisir d'avoir parmi nous Monsieur Xavier Arcuzat, qui est en fait ingénieur et chercheur en matière de laser CO2 et qui va justement nous parler du laser comme outil incontournable en gynécologie. Bonsoir. Je vais vous présenter une nouveauté en gynécologie qui a 40 ans dans la médecine. C'est le laser au CO2. C'est un laser très classique dans la chirurgie, très connu par les ORL, très connu pour les dermatos, très connu pour les plasticiennes, très connu pour les chirurgiens généraux et rien connu pour les gynécos. Bon, je vais vous présenter toutes les possibilités qu'il peut donner dans une consultation un laser au CO2. Ici, il y a une petite relation des choses qu'on peut faire avec un laser au CO2. Avec un laser au CO2, on peut faire de l'incision-excision, c'est-à-dire les coupes. Après, on verra les caractéristiques qu'il y a les coupes au laser CO2. On peut vaporiser des tissus, on peut travailler en mode fractionné et on peut travailler avec les accessoires spéciaux, travailler dans la chirurgie laparoscopique. C'est pas mal la sorte de choses qu'on peut travailler avec un laser CO2. C'est une procédure ambulatoire, mini-invasive, rapide et sans aucune incapacité professionnelle. Par exemple, pour les traitements d'incontinence urinaire, pour les traitements de sécheresse vaginale, la patiente peut aller travailler tout de suite. Bon, comment? On va voir comment on peut faire ces traitements. Ces traitements, on fait grâce au laser CO2. J'aime toujours parler un peu de l'histoire des choses parce que l'histoire des choses nous aide à comprendre pourquoi nous sommes arrivés. Bon, voici les deux coupables que nous soyons ici maintenant. Le premier monsieur, c'est le monsieur Kumar Patel. Il était un physicien américain. Et il a créé le premier laser au CO2 en 1964, c'est-à-dire la technologie laser CO2, elle a 50 ans. Ce n'est pas une mode d'un congrès, c'est une technologie avec 50 ans d'expérience. Et le premier médecin qui a eu l'idée d'appliquer cette technologie à la médecine, il a été un professeur Kaplan, il était un chirurgien plasticien israélien qui a fait les premières bistouri par lumière. Bon, cette slide, chaque fois que je la vois, j'ai un sentiment R12. Je suis le monsieur du milieu. Il a 32 ans. Bon, la partie R, c'est que le temps passe. La partie 12, c'est qu'avec 32 ans, je pense que quelque chose j'aurais appris. Bon, ici, la nouvelle dans les journaux de la première opération qu'on a fait à niveau de neurochirurgie. Les lasers au CO2, neurochirurgie, on utilise un micromanipulateur. Un micromanipulateur, c'est un miroir qui est connecté à un joystick et il y a une réduction énorme du mouvement. Cet micromanipulateur, on peut aussi coupler au colposcope. Et le micromanipulateur couplé au colposcope, il a une finesse de travail qui permet d'appliquer votre signature dans l'école. OK. Bon, on va passer, pour mieux comprendre les lasers CO2, on va parler un petit peu de la chirurgie plastique. Je vous jure que ces photos sont réelles. Ce n'est pas Photoshop. C'est un cas avant et après traité au laser CO2. Voilà la mode, la révolution du laser CO2. Il est arrivé le 1995 de la main des chirurgiens plasticiens. Bon, le problème, c'est qu'entre un avant et un après, il y a un pendant. Et ce pendant, c'est très dur pour les patients, et spécialement pour les coronaires du médecin. Bon, disons que cette technique s'appelait le resurfacing, consistait en utiliser un faisceau laser CO2 et avec une sorte de miroir, faire balayer le laser de
droite à gauche et d'un haut en bas. Il faisait tout en balayage, il faisait une abrasion contrôlée de la peau. Bon, disons que cette technique, il a été un boom, les années 1997-98, mais finalement, la mode, c'est fini. Et ça finit, une partie de coupables, il était la médecine esthétique. Vous savez que c'est un collectif qui fait, quelquefois, il fait des choses qui sont dans son spécialité. Et on a commencé à avoir des hyperpigmentations, on a commencé à avoir des kéloïdes, et la technique du resurfacing s'est morte. Bon, en 1997, il apparaît une nouvelle technologie, s'appelait laser Erbium-YAG. C'était d'une philosophie pareille au CO2, mais il avait une longueur d'onde beaucoup plus absorbée par l'eau, c'est-à-dire il était beaucoup plus superficiel, et les post-opératoires, il était beaucoup plus supportable. Le problème, c'est que les résultats, il était horrible, c'est-à-dire il n'y avait pas de résultats. Et bon, disons que à la fin de la décade des années 1990, les modes resurfacing, il avait complètement disparu du vocabulaire du médecin. Bon, vous me poserez la question, nous sommes gynécologues, pourquoi tout ça? Parce que tout ça va nous aider à comprendre comment fonctionne la CO2. Bon, le 2004, il a été une révolution. Cet monsieur, c'est un dermatologue d'origine iranienne, il a eu une idée géniale. Il a eu une génialité qui a révolutionné la dermatologie et plus tard la gynécologie. L'idée, c'était faire ça. Ça, c'est une dermatoscopie. Vous savez qu'il est tout plein de petites brûlures, mais entre toutes les brûlures, il y a une portion de tissu sang. Alors, il avait constaté que si on traitait un visage de façon fractionnelle, le niveau de rétraction, il était 70-75% équivalent à l'effectivité du resurfacing classique, mais le temps de post-opératoire, il était quelques jours. Quelques jours parce qu'il y avait des tissus sang entre chaque brûlure. Voilà, nous venons d'inventer les lasers fractionnés. Pourquoi les non fractionnés? En fait, ce n'est pas un laser fractionné, c'est le traitement qui est fractionné. Pourquoi? Parce qu'on traite une fraction, un petit pourcentage du tissu. Et on va voir un cas, une évolution jour par jour. Une dame, 60 ans, immédiatement après, vous voyez les petites points blancs sont les micro-brûlures. Les jours après, toutes les petites brûlures vont provoquer une micro-croûte. Des jours après, il va commencer la desquamation. 6 jours après, on a commencé à améliorer. Et après, le collagène va travailler. Et 3 semaines après, cette dame a perdu 20 années avec une seule séance. Voilà la magie du laser fractionné. Alors, il fait 3-4 années, un gynécologue de la Croatie, il a pensé, bon, si j'applique cette technique fractionnelle dans la muqueuse vaginale, qu'est-ce qu'il va passer? On va voir. Bon, après l'exit qu'on a eu cette technologie appliquée à la dermatologie chirurgie plastique, il a été rapidement exporté à la ORL pour les gonfler. On tapait la l'uvula avec de microbrûlures, on compactait, on provoquait une photorétraction et on diminuait, on solutionnait les problèmes de gonflage. Et la gynécologie. Bon, la première chose qu'il faut comprendre, je vis qu'après moi, il y a quelques conférences du laser, mais sera dans la perspective clinique. Mon objectif maintenant, c'est vous donner les bases, les supports pour bien comprendre qu'est-ce qui viendra après à niveau clinique. Parce que très souvent, on considère que le laser, c'est obvious. Le laser, ce n'est pas obvious. On va voir. Bon, la première chose que je dois dire, c'est pas vous angoisser. Le laser, c'est que de la lumière. Ce n'est pas une radiation ionisante, ce n'est pas cancérigène, c'est que de la lumière.
mais c'est une lumière très spéciale. C'est une lumière monochromatique, cohérente, polarisée. C'est complètement artificiel, n'existe pas dans la nature. On va voir les significats de chaque concept et ça va nous aider à comprendre. Monochromatique, je suppose que pendant les baccalauréats, dans les classes de physique, le professeur vous a montré que si on applique de la lumière blanche à travers d'un prisme, on va décomposer avec l'arc-en-ciel. Si on fait la même expérience avec un laser, il ne va passer rien du tout. C'est-à-dire, le laser, il est monochromatique, il est en seule couleur. Cohérente. Le professeur de physique, je suppose que vous a expliqué que la lumière sont des ondes qui ont une crête et une baillée. Dans les cas du laser, les crêtes et baillées sont complètement synchronisées. Et polarisées, que toutes ces ondes voyagent dans des plans complètement parallèles. Bon. Je vais poser une question à la salle. Quelqu'un de vous, quand il était un enfant, il avait essayé de brûler des mouches ou des fourmis avec une loupe? Bon. Ne vous inquiétez pas, j'avais reçu un peu d'assistance psychologique pour ça, mais finalement le psychologue m'a dit, ne vous inquiétez pas, ça veut dire que vous avez une inclination à la science. Alors, bon, alors si vous essayez de vous rappeler, quand focalisez la lumière du soleil pour brûler la mouche ou la fourmi, vous vous rappelez de quel était le diamètre de l'espot? Il était grand, petit? Petite. Pardon? Okay. Si vous essayez de mémoriser, je pense que vous rappellerez que le spot, il était 5 ou 6 mm, pas moins. Et malgré qu'on essaye de trouver une loupe plus puissante, on ne pourra pas compacter la lumière. Et voilà les secrets du laser. C'est-à-dire, avec une ampoule, même si on utilise une loupe très puissante, la capacité de focalisation sera très limitée. Si je fais la même chose avec un laser, les points de focalisation seront de quelques microns, quelques millésimes de millimètres. Et voilà la différence. Avec une ampoule, comme toutes les ampoules qu'on peut voir sur les toits, avec une puissance de 30 watts, ne sont pas capables d'illuminer la salle. Moi, avec un laser de 30 watts, je peux vous couper un doigt pour la moitié. Et voilà le secret, parce que le laser, on peut concentrer dans un point très petit. Et quand on peut concentrer la lumière dans un point si petit, la densité de puissance ou la brillance, c'est millions de fois plus élevé que le Soleil. OK, on va continuer. Voilà la figure. Bon, le désert du Sahara, c'est pas loin d'ici. Vous pouvez imaginer le soleil qu'il y a au midi. Bon, si dans la poche vous avez un petit appareil de mesure capable de mesurer la brillance du soleil, vous verrez que la puissance, la densité de puissance ou la brillance, c'est d'environ 0,8 watts centimètre carré. Si vous voulez faire une labioplastie, vous verrez que la densité de puissance ou la brillance dans les points focaux de la lèvre, c'est 100 000 watts centimètre carré. C'est-à-dire, pour opérer une labioplastie, vous utiliserez une brillance 1 million de fois plus élevée que le soleil. Et voilà, vous venez de comprendre qu'est-ce que c'est un laser. C'est que de la lumière capable de focaliser dans un point très petit et cette caractéristique permet d'opérer. D'accord, on va vous présenter les lasers CO2. Messieurs de la technique, messieurs, vidéo. Voilà, c'est un tube de CO2. C'est un tube de verre et dans son intérieur, il y a du gaz CO2. Il y a deux miroirs, un miroir à la partie frontale, un miroir dans la partie frontale et un miroir dans la partie d'arrière. Ces deux miroirs, ils sont complètement parallèles et on provoque une résonance optique et on amplifie la lumière jusqu'à sortir pour la partie frontale avec une force énorme. Vidéo. Vous voyez,
les lasers se mettent en marche et vous voyez que la basse langue se brûle. Répétez s'il vous plaît la même vidéo. Vous voyez que s'active le laser, on va activer le laser et la basse langue, on va faire un trou. Vous pouvez répéter les vidéos s'il vous plaît? OK. Bon, vous poserez la question, avec une lumière que je ne suis pas capable de voir, comment je peux opérer? On va trouver la solution facilement. Vidéo. Bon, les lasers CO2, l'unique façon de transporter les lasers CO2, c'est avec un bras articulé. C'est un ensemble mécanique dont dans chaque coude, il y a chaque coude à 45 degrés, il y a un miroir dans la partie interne. Alors, pour pouvoir utiliser les lasers, on ajoute un faisceau de visée, une sorte de pointeur, et la lumière rouge nous indique où ira le laser CO2 quand on pousse la pédale. Voilà l'architecture d'un piécement chirurgical. Un piécement chirurgical, l'appiècement que vous utiliserez pour faire une labioplastie, pour vaporiser un condylome, pour faire une incision dans les glandes de Bartholin, c'est simplement un tube métallique dont dans l'intérieur, il y a une lentille qui nous va focaliser toute l'énergie laser dans un point très petit. Et dans ces points, nous aurons une densité de puissance 1 million de fois plus élevée que le Soleil. Voilà le schéma un peu plus réel. Alors, on va voir, vidéo s'il vous plaît. Vous voyez l'effet de coupe du laser. On a coupé. Répétez les vidéos s'il vous plaît. Dans les points d'impact, la lumière provoque une désintégration du tissu, dans ce cas les papiers, et on peut couper. Bon. Avant d'entrer dans la gynécologie, on va essayer de comprendre un petit peu les chromophores. Je suppose que tout le monde dans l'école a entendu parler de couleurs complémentaires. Quelqu'un de vous me peut dire quel est le complémentaire du rouge? Le vert, oui, très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, que si j'ai un mur avec une moquette verte et j'utilise mon pointeur, je ne verrai rien de tout. Parce que le vert, il va absorber, il va s'émanger le rouge, il n'y aura pas de réflexion. Bon, je vais poser maintenant une question plus facile pour les médecins. De quelle couleur il est la 5? Comment? Bon. Des 150 médecins, il y a un qui a connu la réponse, exactement. Alors, on va comprendre les chromophores. Et qu'est-ce qu'on fait les vasculaires quand il y a une télangiectasie nasale, un chéringiome? Nous avons la 5 qui est rouge, due à la oxy- et désoxyhémoglobine. Nous avons un faisceau de lasers de couleur verte. Les couleurs vertes, il va traverser sans endommager la peau. Et quand il arrive au vaisseau, il sera très absorbé par l'oxyhémoglobine. Il y aura un pic de température énorme et le vaisseau il va se collapser. Voilà la technique qu'utilisent les dermatologues pour éliminer les télangiectasies, les lacs veneux, etc. Okay? Voilà quelques exemples. Un angiome, télangiectasie faciale, un lac veneux. Tout ça, on a fait avec un laser vert qui traverse sans endommager l'épiderme et quand il arrive à la sang, il va provoquer un énorme choc thermique et va collapser le vaisseau. Bon, question. Quel est le chromophore qui absorbe le laser CO2? Le laser CO2, nous avons vu que c'est une lumière complètement infrarouge. Ce n'est pas visible, mais c'est une lumière. Quel est le chromophore? C'est l'eau. Vidéo, s'il vous plaît. L'eau. J'applique mon laser sur un verre d'eau et vous voyez que l'eau passe directement de l'état liquide aux vapeurs.
C'est pour ça qu'en chirurgie laser, on dit je vais vaporiser un condylome, je vais vaporiser une ectopie, etc. Bon, et voilà, le chromophore, c'est l'eau. Et nous avons la chance que la peau contient 70% d'eau et les muqueuses 90% d'eau. Et voilà, c'est ce qui cherche notre laser CO2, l'eau intra- et extracellulaire. Okay? Bon. On va déjà parler de la médecine. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un laser au CO2? Seulement 3 choses. Uniquement 3 choses. Couper, coaguler et vaporiser. On va voir la première chose, les coupes. Pour couper, simplement, il faut utiliser l'apiècement de façon que les points focaux se situent sur les plans du tissu qu'on va couper, complètement focalisé. Vidéo. Cette pièce métallique, c'est pour connaître la distance de focalisation, pour n'avoir pas le stress d'être surveillant si nous sommes dans les points focaux ou pas. La partie métallique nous indique les points de focalisation et la désintégration du tissu viendra sur les points rouges. Bon, voilà les coupes. Vous me direz, je peux couper avec un bistouri, ça coûte des 1000 dinars et on fait moins de la comédie. D'accord. Mais l'avantage qui nous offre le laser CO2, c'est qu'à la fois qu'il va couper, il va coaguler les vaisons sanguines et lymphatiques jusqu'à 0,5 mm. C'est-à-dire c'est une chirurgie complètement exsangue. Vous me direz, OK, j'ai un bistouri électrique et avec le bistouri électrique, je fais la même chose. Oui, mais si on fait une histologie du coupe au laser, vous verrez que la bande nécrotique, c'est de 30 microns. Si on fait l'histologie d'un laser CO2, d'un bistouri, on verra que la bande nécrotique, c'est environ 250 à 300 microns. Alors, la différence en chirurgien plastique qui veut faire une blépharoplastie adore les lasers CO2 parce qu'il n'y a pas de sang. La bande nécrotique, c'est très petite, c'est-à-dire qu'il y aura moins d'édéma post-opératoire, il y aura une meilleure cicatrisation et moins de douleur post-opératoire parce qu'on va sceller toutes les terminations nerveuses. D'accord. De toute manière, mon conseil, d'acheter un laser pour couper, c'est un luxe asiatique, oubliez. Mais on va voir la deuxième application, la coagulation. La coagulation, c'est une petite astuce, c'est contre nature. Pour vous. Vous avez l'habitude de travailler avec les bistouri électriques et s'il y a un point à coaguler, vous poussez la pointe du bistouri. Avec le laser, on doit faire exactement le contraire. On doit s'éloigner. Pourquoi? Parce que si on éloigne, on va défocaliser un petit peu et alors la densité de puissance ou la brillance va diminuer. C'est-à-dire on va obtenir une vaporisation, une désintégration des tissus. Simplement, on va chauffer les tissus et on va coaguler. On va voir la suivante vidéo. Ici, on verra, on peut diminuer les sons, et on verra qu'on essaye de couper et on va trouver un point imaginaire, une petite hémorragie. Alors, on verra que l'acte, c'est s'éloigner un petit mouvement en spirale et on va provoquer la coagulation. Ces problèmes qui apparaissent ici, ces petites brûlures, c'est la manque d'expérience de la personne qui a fait le traitement. Il était la coordination main-pied. D'accord. Bon, on comprend l'esprit. Oui, normalement, avec la même puissance, ça suffit. Normalement, après on verra. Pour faire une labiaplastie, par exemple, on travaille entre 7 et 10 watts. Entre 7 et 10 watts, c'est la fourchette normale pour couper une labiaplastie. Si tu as un petit point d'hémorragie, sans toucher la puissance, t'éloignes, on monte en spirale et on arrête l'hémorragie. Mais j'aime être honnête, les pouvoirs de coagulation d'un laser CO2, c'est modéré. Alors,
il faut avoir un bistouri électrique à côté, pas loin, parce que si on touche une petite artériole, il y a le risque que les lases de CO2 ne puissent pas les coaguler. Et bon, et maintenant, on va voir la troisième chose, que c'est la plus intéressante, parce qu'il n'existait aucune technologie dans le domaine médical capable de faire ça. C'est la vaporisation. Pour vaporiser, on défocalise un petit peu la pièce à main, de façon qu'on puisse avoir un spot de 2 mm à peu près. Et le laser, on va programmer d'une façon complètement différente. Vous avez vu que pour couper et coaguler, les lasers travaillaient en mode continu. Ça veut dire, je pousse la pédale et les lasers, ils sortent de façon continue. Pour vaporiser, je vais défocaliser un petit peu le laser et je vais faire un cop fort et très sèche. Je ne vais pas vous ennuyer, mais c'est la clé pour comprendre la dosimétrie laser. Dosimétrie laser, c'est la même chose que la posologie dans les médicaments. Dans les tissus, nous avons fait beaucoup de travail avec l'INSERM en France. Nous avons travaillé ensemble pour mesurer le temps de relaxation thermique de tissus. Ça veut dire le temps qui a besoin de chaque sorte de tissu pour perdre la température qu'il acquiert. Alors, si on enregistre dans la tête ces données, vous serez capable de contrôler un laser. Le temps de relaxation thermique de l'épiderme, c'est entre 0,6 et 0,9 millisecondes. Et le temps de relaxation thermique de la muqueuse, c'est entre 1,2 et 1,6 mm. Si on connaît cette donnée, on peut contrôler n'importe quel laser. Qu'est-ce que ça veut dire, cette donnée? Bon, imaginons que nous voulons faire partir une tache pigmentaire, un lentigène, du visage. C'est une région très critique parce que si on fait une brûlure, on peut laisser une cicatrice. Alors, on a vu que le temps de relaxation thermique, c'est de 0,6 à 0,9 millisecondes. Ça veut dire que si j'applique un tir laser d'une durée d'impulsion plus courte que ce temps de relaxation thermique, je vais vaporiser le tissu sans nécroser. Et si je ne nécrose pas le tissu, je n'aurai pas de cicatrice. Et la même chose, la même philosophie pour la muqueuse. 1,2 à 1,6 millisecondes. Voilà, si je vais faire partir un condylome et je ne vais pas laisser trace, je vais programmer mon laser en temps plus court que le temps de relaxation thermique épidermique. Voilà, avec cette donnée, nous sommes capables de contrôler n'importe quel laser. Hein? Si. Les lasers, normalement, tous les lasers, dans tous les lasers, on peut contrôler la puissance, c'est-à-dire la capacité de coupe, et la durée de l'impulsion pour adapter au type de tissu, pour éviter la nécrose dans le tissu. Voilà. Vous voyez la vaporisation au laser. Vous voyez que nous avons débridé quelques microns le tissu, il n'y a pas de nécrose. Alors, la chose qui choque beaucoup aux gynécologues qui font partie, qui traitent par exemple des condylomes, c'est quand ils demandent à la patiente de revenir en 15 jours, le gynécologue, il a difficulté de localiser où il était la lésion, parce que la cicatrisation c'est si efficace, si propre, que c'est difficile à la localiser. Bon, oui, il fait mal. Mais selon le type de traitement, mais tout ça on va voir tout de suite, c'est la page suivante. De toute manière, si on va traiter la muqueuse, normalement les énergies qu'on travaille dans la muqueuse, par exemple pour le traitement de la sécheresse, de l'incontinence, du syndrome de relaxation vaginale, avec une crème anesthésique, c'est suffisant. Normalement, bon, dans quelques pays, on utilise l'EMLA, mais j'ai entendu qu'en France, on aime beaucoup plus la xylocaïne, le gel xylocaïne, parce que bon, l'EMLA, c'est très efficace, mais il a été désigné pour la peau, pas pour la muqueuse. Alors, en France, c'est très commun d'utiliser la xylocaïne urologique en gel. C'est beaucoup moins cher et provoque aucune irritation. D'accord, on continue. Bon, on va parler déjà des traitements possibles du laser. Bon, pour avoir
un bon résultat, mais avec très peu, aucun effet secondaire, c'est indispensable, on a vu, que le laser soit fractionné, c'est-à-dire qu'il soit capable de provoquer des micro-brûlures, mais toujours laisser des tissus sains entre chaque brûlure. Alors, il y a différentes technologies pour obtenir les systèmes fractionnés. Il y a un système, je ne me souviens pas du nom français, le système que c'est comme un passoire, c'est une plaquette de métal noir, tout plein de petits trous, et alors on fait passer le faisceau original et on obtient un patron fractionné. Un autre système un peu plus sophistiqué, c'est utiliser micro-lentilles pour transformer le laser original en micro-faisceau. Et un système un peu plus évolué, c'est utiliser les lasers déjà focalisés et utiliser un ensemble de miroirs pour rediriger le laser sur la surface. Et les lasers bougent très rapidement et génèrent les micropoints avec une grande vitesse. Bon, nous avons essayé beaucoup de systèmes et nous avons vu que le meilleur système, je ne parlais pas des marques, je parlais que de la science. De tous les systèmes qui existent en gynécologie pour fractionner un laser CO2, le plus efficace, c'est le système des miroirs mobiles parce que éviter la contamination thermique. C'est-à-dire, bon, avec un système de miroirs mobiles, nous pouvons contrôler tous les paramètres, c'est-à-dire la puissance, c'est-à-dire nous sommes capables, d'avant de pousser la pédale, savoir combien de microns de muqueuse on va débrider. Et nous pouvons sélectionner la durée d'impulsion de chaque brûlure, c'est-à-dire combien de millisecondes on va rester le laser sur chaque point. Avec ça, on contrôle le niveau de brûlure et bien sûr le niveau de rétraction. Et on peut contrôler aussi la séparation entre tous les points et on va changer la fraction de tissus traités, c'est-à-dire les pourcentages de tissus traités. Avec tout cet ensemble de choses, nous pouvons adapter et personnaliser pour chaque patient la posologie, la dosimétrie laser. Bon, tout ça, c'est trop technique. Bon, on va expliquer rapidement la philosophie. La philosophie, c'est, ici, nous avons les bras articulés du laser qui conduit la lumière laser CO2. Cette lumière laser, il entre dans les scanners. Les scanners, c'est la pièce à main qui contient le demi-miroir mobile qui est contrôlé par un microprocesseur. Ils sont capables de générer les micro-brûlures. Normalement, les patrons qu'on utilise, le design qu'on utilise, c'est un hexagone. Pourquoi? Parce que l'hexagone, c'est la figure géométrique qui s'adapte plus facilement à une surface courbée. Voilà la raison pour laquelle les ballons de football ils sont fabriqués avec hexagone. Ce n'est pas possible de faire un ballon de foot avec carré ou triangle, etc. C'est l'hexagone, la figure qui mieux s'adapte à la surface courbée. Et alors, les scanners, ils génèrent un patron hexagonal et cet patron hexagonal, il est reflété par un miroir à 45 degrés, il va taper l'énergie laser sur la muqueuse. Alors, le protocole, c'est simple. Imaginons qu'on va traiter l'incontinence. Pour traiter l'incontinence, normalement, on traite toute la face avant, et avec une énergie très agressive. C'est-à-dire, on contrôle les paramètres pour avoir un très fort effet calorique, pour provoquer rétraction. La technique, c'est très simple. Vous voyez, on introduit les miroirs, cette sorte de spéculum avec un miroir, jusqu'au col. Et si on va traiter l'incontinence, on va entrer à 3 heures. Ces barrettes d'ici, elles sont marquées tous les centimètres. Et justement la taille de l'hexagone, c'est 1 centimètre. Alors, même un gynéco aveugle, il peut faire le traitement parce qu'il va entrer jusqu'à toucher le col et alors il va faire un tir
il va retirer 1 centimètre. Il fera un tir, retire 1 centimètre. Même, on ne voit rien, mais on sait que tous les hexagones, ils vont rester un complètement à côté de l'autre, de façon mathématique. Quand on a fait tous les traitements de distal à proximal, simplement, on va tourner 30 degrés, on va recommencer. C'est-à-dire, en conclusion, si on veut traiter l'incontinence, on fera le traitement de toute la face antérieure, avec 2 paramètres très agressifs. Très agressif, ça veut dire très calorique pour provoquer une forte rétraction. Si la patiente est en signe de relaxation vaginale, on va utiliser exactement le même protocole que l'incontinence, mais on va traiter les 360 degrés, c'est-à-dire face antérieure et face postérieure. Si la patiente est en sécheresse vaginale, on va utiliser des paramètres très soft, très faibles. Simplement, on va provoquer un resurfacing très superficiel de la muqueuse et on va provoquer la répitalisation de la muqueuse. On aura une muqueuse plus hydratée, plus jeune, etc. Bon, tout ça sont des protocoles qu'avec plaisir on peut donner tous. Pour faciliter les choses, vous voyez, on utilise un anneau et cet anneau, il a marqué tous les 30 degrés et ici nous avons marqué tous les centimètres. Alors c'est très simple, c'est très simple, c'est très difficile à se tromper. Voilà l'anneau, vous voyez, il est marqué tous les 30 degrés et le spéculum avec les miroirs, tous les centimètres. C'est-à-dire, c'est une méthode très, très facile, très répétible, très facilement répétible, avec des résultats bien prévisibles. Bon, il fait beaucoup d'années que je travaille avec cette sorte de technologie. Je pourrais rester toute la journée ici, mais on va summariser, on va synthétiser. Questions qui vont me poser. Quelle est la tâche d'exit de cette sorte de traitement? Bon, jamais très honnête. Si vous me demandez, est-ce qu'il y a des travaux cliniques avec 5000 patients, on est suivi 6 années? Non, bien sûr, non. Qu'il y a des travaux cliniques, pas mal. Il y a au moins une cinquantaine. Les N sont petites encore, 50, 60, mais les résultats, plus ou moins, sont les suivants. Nous avons chez nous fait le suivi de 150 appareils pendant 3 années. Je peux dire que dans les cas d'incontinence légère et modérée, avec 2 séances, quelques patients peuvent avoir besoin d'une 3e. Le taux d'exit peut être 70-75%. Dans les cas de sécheresse vaginale, on ne peut pas mesurer d'une façon quantitative, mais on fait des questionnaires et le taux de satisfaction des patients dépasse les 97%. Le syndrome de relaxation vaginale, c'est un peu plus variable, mais disons que la taux de satisfaction, c'est aussi élevé, ça dépasse les 90%. Avec ces traitements, ils ne sont pas invasifs, il n'y a pas de récupération, simplement il faut demander à la patiente une semaine d'abstinence. Il n'y a pas d'effet secondaire. On n'a eu aucune nouvelle d'effet secondaire. Et le pire qui peut passer dans cette sorte de traitement, c'est qu'il ne passe rien du tout. Parce que, comme on connaît bien, on a bien étudié avec l'INSERM en France quels sont les temps de relaxation thermique de la muqueuse. Les appareils laser, si ont la qualité suffisante, le logiciel, il a débloqué la possibilité de dépasser les temps de relaxation thermique. C'est-à-dire que même si nous nous trompons, il n'y a aucun danger pour la patiente. Je parlais de traitement d'atrophie, sécheresse, incontinence, relaxation vaginale. Pour la partie chirurgicale, bien sûr, on peut faire des désastres si on ne fait pas attention. Et bon, mon objectif, il était simplement essayer de faire comprendre qu'est-ce que c'est un laser CO2. Je pense qu'après vient des communications beaucoup plus gynécologiques qui vont en parler de la partie clinique. Bon, s'il y a quelques questions, avec plaisir. Oui.
je peux vous passer une cinquantaine de publications. Les résultats sont publiés, oui. Le problème c'est que la N, c'est encore petite. Ce sont des travaux avec 40 patients, 50 patients, suivis en un an et demi. Mais cette technique a 2 ans et demi, 3 ans, pas plus. C'est impossible d'avoir une N de 6 000 avec 5 années de suivi. Mais il y a des travaux. D'accord, bonne question. Bon, un gynécologue, j'avais posé cette question à une clinique gynécologique de Madrid, de chez nous, où travaillent 17 gynécologues. Et j'avais posé la question. Elle m'a dit, bon, j'ai fait une petite étude entre tous mes patientes. Je vis que les 80% de mes patientes, il s'est fait chez les dermatologues se font faire les Botox. Les dermatologues lui demandent 600 € et ça dure 6 mois. Je lui demande 2 fois 400 € pour 2 séances et ça dure une moyenne de 2 ans, 2 années et demie. Après les 2 années et demie, bien sûr, il faut faire une petite séance d'entretien. Voilà l'expérience qu'on a avec un suivi de 3 années. On n'entend pas. Faut arrêter. Est-ce qu'il y a un micro? Donc on a droit encore à une question parce qu'après il va falloir passer aux autres présentations. Lorsque, c'est Dr Moali, lorsque vous utilisez le laser pour l'incontinence urinaire modérée, hein, on comprend bien légère et dans modérée, les formes pas modérées, plus. pas dans les formes sévères où il nécessite vraiment une véritable intervention chirurgicale avec des soutènements sous-urétraux. Mais par contre, dans l'atrophie vaginale, il est peut-être préférable d'utiliser certains types de lasers qui délivrent surtout le pourtour du vagin et n'est pas obligé à chaque fois de faire de 30 degrés. Donc il y a certains types de lasers qui délivrent le laser de façon circulaire sur tout le vagin. Donc une sorte, on donne un coup de laser et on a sur toute la circonférence. On n'est pas obligé de tourner à chaque fois les 30 degrés pour faire tout le vagin. C'est beaucoup plus facile, on est peut-être plus rassuré parce qu'on est sûr que toute la partie a été faite de façon homogène. On n'a pas l'inquiétude de se dire peut-être qu'on s'est trompé ou on va taper 2 fois sur la même zone. Oui, on a fait un projet et on a un système robotisé. C'est mieux encore que le système que vous disiez. Le système que vous disiez, il fait le tour de 360 degrés, mais vous devez retirer manuellement. Il fait automatiquement le tour, mais vous devez tirer tous les centimètres. Nous avons développé un système qui fait le tour et il se retire automatiquement. Mais ce système, il est dans un tiroir. Pourquoi? Parce que je pense honnêtement que ce n'est pas les moments encore. La réponse que je vais vous donner maintenant, ce n'est pas scientifique, ce n'est pas clinique, ce n'est pas gynécologique, c'est disons, commercial. Dans toute l'Europe, tous les pays que je connais dans l'Europe, ce traitement s'est fait dans la médecine privée, pas dans la publique. Alors, les traitements manuels, 30 degrés, 30 degrés, 30 degrés, c'est-à-dire 6-7 minutes. 6-7 minutes. La patiente en Europe paye 400-500 € la séance. Elle trouve déjà que c'est trop cher pour 6 minutes. Si je mets un système automatique qui fait la même chose en 2 minutes... Au fait, ce n'est pas le système qui est automatique. Il faudra que vous avez vu, là, vous avez les miroirs qui reflètent le faisceau laser. Là, c'est un miroir qui est circulaire et ça délivre sur tout le pourtour du vagin, en fait. Il n'y a rien d'électronique. Il faut juste sortir à chaque fois et donner un petit coup. D'accord. Voilà. Donc, au fait, ce n'est pas un système robotisé, non, pas du tout. Donc, lorsqu'on délivre le laser, il est réfléchi de façon homogène sur un miroir circulaire pour délivrer sur toute la paroi du vagin. Bon, les miroirs circulaires, je comprends bien. Les miroirs, je connais très bien. On a, mais on propose. Je pense qu'il va falloir arrêter
et passer aux D'accord. autres sessions. Donc Je vais merci. répondre à niveau privé. On vous remercie, professeur Arcusa, pour ce tour d'horizon concernant le laser CO2.